Bienvenue les étudiants, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième lecture du cours Conception graphique pour les médias, un cours présenté et préparé par Dr Houda Hashqasem. C'est la troisième lecture après deux lectures précédentes. J'espère que vous avez pu voir les vidéos et lire les diapositives et même les documents PDF. Je vous ai attendu les dernières séances de discussion chaque lundi, mais je m'aperçois que vous êtes absent. J'espère que vous seriez présent les prochaines séances. Réellement, je m'attendais à vos questions, à vos réclamations. Qu'est-ce que vous avez compris du cours? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu comprendre? Est-ce qu'il y a des difficultés? Parce que dans la communication, il s'agit d'un émetteur et d'un récepteur et aussi d'un feedback. Donc, j'aimerais bien savoir votre feedback sur le cours. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train d'avancer, d'améliorer vos compétences? Parce que, comme on l'avait dit dès la première et la deuxième séance, c'est que la conception graphique pour les médias, c'est vrai qu'il s'agit d'un cours d'ordre théorique et pratique, mais il faut principalement et aussi développer nos compétences personnelles qui sont principalement d'ordre créatif. Il s'agit d'apprendre la théorie, avoir une idée sur les définitions, sur l'historique, sur le processus de conception graphique, les outils, etc. Mettre tout ça en pratique ou bien commencer petit à petit la pratique, mais aussi développer un état d'esprit tout à fait bien relié à la conception graphique, au domaine du design, parce que, et après chaque lecture et chaque séance du cours, l'étudiant doit s'adapter à tout ce qui est design, parce que le design nous entoure à la maison, dans la rue, à l'université, partout dans les supermarkets. On va s'habituer petit à petit à détecter tout ce qui est graphisme qui nous entoure. Donc, j'espère que vous êtes en train d'essayer de développer votre créativité, de se mettre en contact avec des gens créatifs ou bien qui pratiquent le métier, entrer sur Internet, visiter Facebook, Twitter et principalement Instagram et blogs pour rechercher les noms de designers, pour se familiariser avec des graphiques célèbres et fameux, comme on l'avait dit la dernière fois. La dernière fois, on a vu un aperçu sur l'historique du monde du design graphique, de conception graphique. On a vu des exemples de logos célèbres et fameux dans le monde. J'espère que vous avez pu faire une recherche approfondie à propos des logos, des graphistes, des graphiques célèbres aussi. Donc, il y en a tout un effort à fournir après avoir reçu le cours, après avoir reçu de nouvelles idées à propos de la conception graphique pour les médias. Donc, c'est notre troisième lecture préparée aux étudiants de licence aux médias numériques à l'université Mid-Ocean. Cette troisième lecture est intitulé processus de conception graphique. Pour réaliser des graphiques, il s'agit de suivre tout un processus de conception graphique, conception et réalisation, bien sûr, des axes qui sont interreliés de façon rationnelle. Les graphistes dans le monde pratique le métier comme on l'avait vu depuis la dernière séance, pratique ce métier depuis des dizaines et dizaines d'années et certainement qu'ils ont pu concevoir une démarche logique pour pouvoir finaliser un travail qui commence depuis l'idée, l'idée parfois même brusque et soudaine, et mettre tout ça
en mode d'exécution pour finaliser un travail final, qui soit un logo, une brochure, un dépliant, un panneau, une bannière, etc. On va voir tout ça dans notre cours d'aujourd'hui. Donc, le cours est intitulé Processus de conception graphique. On va savoir une idée sur les démarches ou bien la démarche ou bien les axes à suivre pour pouvoir finaliser son travail. Bien sûr, on reste jusque-là dans l'aspect théorique du cours conception graphique pour les médias. Il faut savoir au début une idée théorique sur le mode de conception graphique, ainsi pour la réalisation dans d'autres séances. Donc, dans notre plan du cours, un premier titre, type du design graphique. Avant de commencer le fait de parler du processus de conception graphique pour les médias, on va commencer au début par le fait de parler des types du design graphique, parce que ce sont là les types ou bien les supports qui vont permettre la diffusion ou bien la propagation du travail artistique. Donc, on va formuler une idée à propos des types du design graphique en premier lieu. En deuxième lieu, on va parler des axes de création graphique. Quels sont les axes qui formulent le processus de conception graphique? Donc, les axes de création graphique est une phase très importante dans notre cours qui nous aidera à finaliser notre travail et à réussir les objectifs de notre cours. Troisième point consiste au processus de conception graphique d'un logo. Bien sûr, le processus de conception graphique concerne différents supports et différents produits graphiques, comme on l'avait dit, mais on va prendre ici l'exemple d'un logo, puisque vers la fin de notre logo, on va essayer de concevoir un logo pour notre média virtuel. Donc, chacun d'entre vous commence dès maintenant. Donc, je suppose que vous avez déjà commencé la conception, mais on n'est pas en retard. Chacun d'entre vous commence la conception d'un logo, commence à penser à son média, un média virtuel à lancer, mais espérons bien que le projet se réalisera dans votre pays. Donc, on va penser à un projet média, même un site web d'information, site web électronique sur Internet qui présente les news en écrit, peut-être. Donc, on va rechercher un nom à ce projet, à ce média, et concevoir un logo. Bien sûr, le logo fait partie de tout un grand projet. On va parler aussi de charte graphique, mais dans de différents chapitres de notre cours. Commençons dès maintenant la réflexion et la recherche d'une idée du projet média pour pouvoir concevoir un logo. Donc, la troisième étape consiste au processus de conception graphique d'un logo. C'est ça une idée à propos du cours, du plan du cours. Donc, premièrement, type du design graphique. On va parler des types du design graphique, comme on l'avait dit, pour mieux formuler des idées sur ces types de graphisme, pour mieux saisir les étapes du processus de conception graphique pour les médias. Donc, le design graphique est une discipline qui consiste à utiliser une composition visuelle pour résoudre un problème et exprimer une idée à l'aide de la typographie, des images, des couleurs et des formes. Donc, le design graphique, comme on l'avait dit en première lecture, c'est une discipline qui consiste à utiliser une composition visuelle. On a vu la dernière séance l'interrelation entre le design graphique et la communication visuelle, et tout ça est utilisé pour résoudre des problèmes, exprimer des idées à l'aide de la typographie, les images, les couleurs, les formes, etc. Il n'existe pas
qu'une seule façon de faire cela. Et c'est pourquoi on compte plusieurs types de design, chacun avec ses attributs propres. Donc, il y en a plusieurs types de design graphique. On ne va pas les utiliser tous à la fois pour une entreprise ou bien un organisme donné, mais tout dépend du message communicationnel qu'on veut diffuser. Tout dépend de la nature de l'usage. Tout dépend de notre audience aussi, de notre public cible. Donc, le type du design dépend du problème et de l'expression qu'on veut faire. Donc, parmi les types du design graphique, on trouve l'identité visuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par identité visuelle? L'identité visuelle est l'ensemble des éléments graphiques qui permettent d'identifier une entreprise ou une organisation. Donc, l'identité visuelle, c'est tel qu'une personne, un être humain qui a une identité, qui a un papier identitaire, qui a du papier qui forme son identité en tant que citoyen, qui a aussi une nationalité, qui a une définition. Donc, le graphisme a une identité visuelle qui est l'ensemble des graphiques qui permettent d'identifier une entreprise ou une organisation. Les graphistes qui se spécialisent en design d'identité visuelle collaborent avec les décisionnaires d'une marque pour créer une série d'éléments comme un logo, une typographie, une palette de couleurs, une bibliothèque d'images qui représentent la personnalité de la marque. Donc, toute marque d'entreprise a une personnalité, comme l'être humain, comme le citoyen dans la société. Il a, comme on l'avait dit, il a une identité, une nationalité, il a un poste de travail, il a un niveau social, donc il a une représentation personnelle dans la société. Donc l'entreprise a aussi une personnalité, une identité visuelle et les graphiques forment l'ensemble des éléments qui formulent cette identité visuelle. Par exemple, ici dans les photos, on est en train de voir des éléments formulant la personnalité de la marque McDonald's, le fameux restaurant international. Ça fait partie du domaine de l'agroalimentaire, de restauration aussi. Donc, on est en train de visualiser une harmonie dans les différents éléments ayant rapport à la marque McDonald's ou bien à la personnalité McDonald's. Ici, le jaune, on a parlé du logo la dernière séance. Ici, le jaune et le rouge. Donc, se répète la forme du M courbé, la typographie des lettres, comment ils écrivent le mot McDonald's. Donc, le clown, le panneau et le packaging de la nourriture ont en commun la typographie des lettres, les couleurs, les formes du packaging, etc. Donc tout ça nous renvoie à l'identité visuelle de la marque McDonald's. L'identité visuelle, c'est quelque chose en harmonie concernant la palette des couleurs, les formes, la typographie, les lettres, etc. Donc, même si on ne met pas le mot McDonald's sur le panneau, ou bien comme on le voit sur les vêtements du clown, on peut savoir qu'il s'agit du McDonald's, qu'il s'agit de la marque McDonald's, qu'il s'agit de cette personnalité, parce que l'identité visuelle de cette marque est forte. C'est pour cela que, comme on l'avait dit la dernière fois, que l'identité visuelle est quelque chose de très important parce qu'elle différencie une entreprise d'une autre. Parce que les entreprises sur le marché
sont en concurrence, sont à la recherche continue des clients. Le graphisme participe à faire la différence entre les entreprises, à attirer l'attention de l'audience ou bien des consommateurs. Donc McDonald's ici a une forte identité visuelle qui est remarquable, donc qu'on peut l'identifier même si on n'écrit pas le mot McDonald's sur le packaging ou bien sur le panneau publicitaire. Donc, l'identité visuelle fait partie des types du design graphique et les designers ou bien les graphistes, parmi leurs métiers, parmi leurs spécialités, est de concevoir l'identité visuelle pour une marque. L'un des types du design graphique est le marketing et la publicité. Donc, les entreprises comptent sur la réussite de leur campagne de marketing pour influencer les décisions de leur audience cible. Donc, les campagnes de marketing sont très importantes pour influencer les décisions de l'audience, des consommateurs, etc. Donc, un marketing efficace engage les gens en fonction de leurs désirs, besoins, connaissances et satisfaction d'un produit, d'un service ou d'une marque. Donc le marketing là est une discipline à part qui est en relation directe avec la communication et le monde de communication visuelle du design graphique. Donc les communicateurs et les marketeurs travaillent en collaboration, en co-interaction et en collaboration efficace. Et le marketing efficace traduit un sens d'engagement des gens en fonction de leurs désirs et besoins et connaissances et même aussi satisfaction d'un produit ou d'une marque. Étant donné que les contenus visuels sont toujours plus engageants que du texte seul, les graphistes aident les organisations à se promouvoir et à communiquer d'une manière efficace. Donc, pour faire le marketing d'un produit, d'un service ou d'une marque, les entreprises recourent aussi aux campagnes marketing grâce au graphisme. Donc là, on est en train de voir une affiche du fameux film Titanic. Là, il recourt à l'affiche pour faire le marketing du film, pour attirer l'attention de l'audience, pour attirer des clients aux salles de cinéma. La deuxième affiche concerne un habillage véhicule, habillage d'un camion, je suppose, par la marque Coca-Cola. Coca-Cola, son identité visuelle est fameuse dans le monde. C'est le blanc et le rouge et le produit est tout à fait en noir. Donc, le blanc et le rouge avec le noir du produit formulent l'identité de la marque Coca-Cola. Donc, il s'agit d'un habillage véhicule avec des bouteilles du produit, avec du glaçon. Ces voitures circulent dans les rues comme étant effort marketing ou bien pour attirer l'attention de la clientèle. Donc, c'est un travail marketing. Et parmi les solutions marketing, ils ont pensé à l'habillage véhicule par de l'autocollant et des bouteilles par des produits ayant rapport à la marque. Donc, quels sont les types du marketing et de la publicité? En donnant exemple, on peut faire des cartes postales et des flyers. Donc, les cartes postales peuvent contenir des éléments graphiques identitaires. Les cartes postales sont aussi un outil marketing
pour l'entreprise parce qu'il ne s'agit pas toujours de faire de la publicité à la télévision et à la radio et sur les sites web, mais aussi les cartes postales. Parfois, les entreprises envoient à leurs partenaires ou bien leurs clients des cartes postales, même aussi virtuelles, électroniques, c'est-à-dire numériques. Euh, à des occasions ou bien des fêtes nationales ou internationales. Donc les cartes postales renfermant des graphiques ayant rapport à l'identité visuelle peuvent être un outil marketing. Les magazines et la publicité dans la presse. Donc, les affiches, les bannières et les panneaux publicitaires. Et aussi, on est en train de voir un panneau publicitaire comme type du design graphique, un panneau dans la rue, dans les zones urbaines. Même il y en a des panneaux qui sont très hauts, trop géants, des panneaux géants. Et ces panneaux sont un territoire large pour pratiquer le graphisme et pour attirer l'attention du grand public. Donc, les infographies, les brochures, et ici il y a un type de brochure, ou bien c'est un dépliant plus précisément, l'habillage de véhicules, les panneaux et présentoirs commerciaux. Donc ici il s'agit d'un type de panneau, mais il y en a d'autres panneaux d'ordre commercial. Modèle d'email marketing, présentation PowerPoint. Par exemple, notre présentation PowerPoint signée Mid-Ocean University. Donc, c'est un type de design graphique. Il s'agit d'un type en mauve et blanc. Et il s'agit d'un outil marketing pour l'université Mid-Ocean. Donc, les menus, les publicités sur les réseaux sociaux, bannières et graphiques, les bannières et publicités de reciblage, les images pour les blogs et sites web, etc. Ce sont là des exemples de marketing et de la publicité qui nécessitent du graphisme et qui formulent l'un des types du design graphique. Un troisième type de design graphique, c'est l'interface utilisateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par interface utilisateur? L'interface utilisateur est le nom que l'on donne pour décrire la manière dont les utilisateurs interagissent avec un appareil ou une application. Donc l'interface utilisateur, c'est un nom qu'on le donne pour décrire la manière dont les utilisateurs interagissent avec un appareil ou une application. Donc, il s'agit là du monde digital, du monde virtuel et numérique. Et ça, en utilisant des appareils, des machines, on va détecter ce genre de machines et d'interfaces utilisateurs par la suite. Donc, un graphiste spécialisé en design de l'interface utilisateur conçoit les interfaces pour qu'elles soient faciles et agréables à utiliser. Donc facile et agréable à la fois. Agréable, ça veut dire graphique, forme, couleur, contenu textuel. Et facile, bien sûr, il ne s'agit pas du côté seulement du côté artistique, mais aussi facile, qui facilite l'accès à l'information, qui m'aide à être en état satisfaisant, agréable, etc. Dans le contexte du design graphique, il s'agit surtout de l'expérience visuelle sur écran des utilisateurs, c'est-à-dire les boutons, les menus, les micro-interactions, etc. Donc, le travail d'un graphiste spécialisé en interface d'utilisateur est de trouver le bon équilibre entre esthétique et fonctionnalité, parce que esthétique seulement sans fonctionnalité, ça n'attire pas l'attention de l'audience, ça causera des problèmes à l'utilisateur, donc il ne permettra pas de fidéliser l'usage
de cette interface. Donc, c'est très intéressant de faire l'équilibre entre l'esthétique et les fonctionnalités. Et bien évidemment, ici, le graphiste doit maîtriser non seulement son métier en tant que graphiste créateur, c'est-à-dire artistique et fort en matière de l'esthétique, mais aussi il doit comprendre ce qui est technologie, ce qui est fonctionnalité numérique, pour qu'il soit cohérent avec la programmation digitale de l'interface utilisateur. Donc ici, on est en train de voir des interfaces utilisateurs pour des contenus orientés aux enfants. Donc, deux interfaces, l'une concernant un téléphone portable, donc concernant un contenu éducatif. Les couleurs et les formes sont orientées au monde des kids, des enfants. Ce genre d'interface est trop simple. Il ne renferme pas beaucoup de mots, un texte lent, non, mais c'est basé sur les couleurs, sur les icônes, sur les images, etc. Donc, deux interfaces qui sont différentes. Exemple d'interface utilisateur, le design d'une page web, design de thème, donc WordPress, etc. Design d'application, interface des jeux. Donc ici, on est en train de voir des interfaces de jeux pour enfants. Design de thème, des menus. Donc les interfaces diffèrent, même il s'agit d'un seul monde d'enfants, mais les interfaces diffèrent à l'échelle du graphisme et aussi à l'échelle de la nature de l'appareil, parce que voir un contenu média sur le téléphone portable est différent de le fait de le voir et d'interagir avec ce contenu sur une tablette. C'est aussi différent si on le voit sur un écran d'ordinateur ou bien un laptop. Donc, il faut faire la cohérence entre graphisme et fonctionnalité, c'est-à-dire indirectement appareil d'usage de ce graphisme. Donc, l'interface utilisateur est aussi l'un des types du design graphique. Donc, un quatrième type, c'est l'édition. L'édition est un domaine généralement associé avec des publications longues, largement distribuées. On pense notamment à tous les supports imprimés, livres, journaux, magazines et catalogues. Les graphistes spécialisés dans ce domaine travaillent avec des éditeurs et maisons d'édition pour créer la mise en page et de leur publication et choisir la typographie de toute image qui accompagne le texte. Donc, le monde d'édition est interrelié à différents supports imprimés tels que, comme on l'avait dit, livres, journaux, magazines, catalogues, tout ce qui est imprimé. Et ça nécessite du graphisme plus particulier, cohérent avec le monde de l'imprimerie. Donc, ici, on est en train de voir un livre. Voyez le graphisme du livre. Donc, il s'agit de préciser une maquette, de choisir les caractères du texte, de choisir l'ambiance des couleurs, l'identité visuelle, les icônes, la mise en page des photos, etc. Donc, exemple d'édition. On a parlé des livres, des journaux, des newsletters, des répertoires, des rapports annuels, des magazines, des catalogues. Donc ici, un magazine, on est en train de voir un magazine qui est peut-être touristique. Donc il y a un design spécial, des couleurs, des photos,
Ce design, cette identité visuelle est claire sur la page d'accueil, sur la première page du magazine, mais aussi elle trouve ses échos dans les pages intérieures du magazine. Donc, c'est le même design, la même charte graphique, la même ambiance des couleurs qui se répètent, les mêmes caractères d'écriture, une mise en page ici relâchée, qui dépend du contenu et de la cible et du contexte, bien sûr, de rédaction du contenu du magazine. Donc ici, il s'agit d'un catalogue. Un catalogue, peut-être, il renforme toujours des informations qui soient sérieuses, parce que le catalogue est un genre de guide, donc le graphisme soit plus ou moins sérieux. Le choix des couleurs dépend aussi du contenu, de la nature des informations. Ici, il s'agit d'un journal, newspaper, donc le graphisme du journal est aussi différent de celui du catalogue, du magazine spécialisé. Donc le journal nécessite la mise en place d'une maquette, une maquette qui associe les contextes, les textes, ce qui est écrit, les articles, les reportages, avec des photos, des illustrations, avec des headlines in colors, colorés, etc., pour mieux mettre en exposition les messages et les informations que le journal veut dire à ses lecteurs. L'un des types du design graphique est le monde de l'édition. C'est un grand monde, c'est un monde vaste, vu que la distribution des supports est une distribution large qui peut atteindre un public vaste, qui ne soit même pas local ou bien national, qui soit même international, et parce que l'imprimé dure. Il a une longue vie, l'imprimé est dur, et c'est pour cette raison que le graphisme est quelque chose de très important pour le monde de l'édition. Donc le packaging, le fameux packaging, la plupart des produits ont besoin d'un emballage de sorte à pouvoir être stockés, distribués et vendus. Donc l'emballage est quelque chose de très important pour pouvoir distribuer, vendre et aussi stocker les produits, les contenus et les produits à vendre. Mais le design du packaging peut être aussi un formidable outil pour communiquer tout un tas d'informations aux consommateurs, ce qui est en fait un excellent outil de marketing. Donc le packaging est aussi un excellent outil de marketing. Il s'agit pas par exemple de vendre le parfum seulement dans une bouteille en verre, mais si on ajoute aussi du design, des couleurs, des formes à cette bouteille, l'entreprise pourra attirer l'attention des consommateurs et des clients, et ça serait plus efficace. Donc, il ne s'agit pas de commercialiser seulement, mais de faire du marketing, d'assurer la propagation de la marque, de rechercher à avoir une image de marque positive. Donc l'emballage là est une valeur ajoutée au produit. Donc et c'est grâce au graphisme. Donc chaque boîte, chaque bouteille, sac, canette et conteneur représente une occasion de raconter l'histoire de la marque. Donc le packaging nous renvoie à l'identité visuelle de la marque. Parce que, par exemple, les bouteilles Coca-Cola sont des bouteilles simples, euh, qui se ressemblent à toutes les autres bouteilles, bien sûr avec quelques différences dans la forme, mais qui ressemblent, qui ne se différencient pas
trop, sauf lorsqu'on met l'étiquette ou bien l'autocollant renfermant l'identité visuelle, le logo ou bien le nom de la marque. Mais si je vais offrir des bouteilles du boisson Coca-Cola à des amis, je peux même rajouter un sac, comme ça, un emballage en rouge et noir avec le nom de la marque renfermant la bouteille. Comme ça, je peux donner une valeur ajoutée à la marque, au produit, et donner même aussi un message et dire que je peux bien offrir Coca-Cola. Par exemple, que Coca-Cola peut faire l'objet d'un cadeau. Coca-Cola est aussi un produit prestigieux qui associe les membres de la famille, par exemple, etc. Donc, l'emballage, le packaging est une valeur ajoutée au produit. L'animation est l'un des types du design graphique. Donc, pour faire simple, les graphismes animés sont des graphismes qui sont en mouvement. Donc, on a des graphismes simples, statiques, stables et d'autres graphismes animés. Et lorsqu'on parle de l'animation, il s'agit bien sûr du monde du digital parce qu'on ne peut pas faire des animations sur des livres, sur du papier, mais faire des animations sur des interfaces digitales telles que les sites web, par exemple, etc. Donc, cela inclut bien entendu les animations, mais aussi du contenu audio, de la typographie, des images, de la vidéo et tout autre effet utilisé en ligne, à la télévision et au cinéma. Donc, le domaine est initialement réservé à la télévision et au cinéma, mais de nos jours, on trouve des animations sur toutes sortes de médias digitaux. Donc, on a commencé par la télévision et le cinéma. C'est le premier monde de l'animation, des images animées, mais aussi, aujourd'hui, le monde de médias digitaux est un monde d'animation par excellence. Donc, on est en train de voir cette photo de l'homme, bien sûr, la disposition de ses mains et de ses pieds dans l'air et le ballon dans l'air nous dit qu'il s'agit d'une image animée et que ce joueur-là est en train de courir dans le terrain pour marquer un but. Donc le ballon est dans l'air et le joueur est en train de courir. Donc pour faire la publicité pour un match par exemple, on peut insérer des animations sur des photos statiques. Donc ce genre de graphisme associe non seulement les images, mais aussi les effets sonores audio, tels que un sonore ayant relation au spectacle du stade, est associé aussi à la vidéo, à la typographie et à tout autre effet qu'on l'utilise en ligne. Donc le monde de l'animation est un monde extraordinaire qui attire l'attention et les enfants aiment bien ces animations. Donc même si les publicités animées en ligne gênent les adultes et ils font passer les publicités en ligne pour mieux se concentrer sur le contenu, mais les enfants aiment bien ces animations, aiment voir les publicités animées et c'est ça leur monde parce que ça associe l'illustration, l'image, le son à la vidéo pour donner un message. Exemple d'animation, donc les séquences titres et génériques de fin, les publicités, les logos animés, les bandes annonces, les présentations, les vidéos promotionnelles, tutoriels vidéo, sites web, applications, jeux vidéo, bannières, GIFs, etc. Donc, ce sont là
les exemples d'animation, on peut faire des logos animés. Donc, le logo n'est pas toujours quelque chose de stable, mais dans le monde de digital, on peut faire des logos animés. Par exemple, si notre logo est sous forme d'une fleur, pour une entreprise de kinéthérapie, par exemple. Donc, les pétales de ces fleurs peuvent être objets d'animation digitale. Donc, ces pétales qui viennent chacune d'un angle de l'écran pour formuler une fleur en multicouleurs. Et tout ça grâce à l'animation. Il s'agit d'un logo animé qui peut attirer l'attention et qui peut renvoyer au récepteur un message particulier. Donc les jeux vidéo sont bien évidemment un espace de luxe des animations et du graphisme, les bannières publicitaires, les vidéos promotionnelles. Ici, on est en train de voir un homme qui est en train de courir. Donc, le gestuel, la position de ses pieds, de ses mains, donc le regard de ses yeux, de sa bouche, la position, etc. Donc nous dit qu'il s'agit d'un athlète qui est en train de courir pour atteindre la première position, bien pour gagner, qui est en train de fournir ses efforts pour gagner le premier place. Donc il s'agit d'origine d'une image animée pour montrer le courage de ce coureur. Aussi, ce bus-là est en train de marcher, est en mode de fonctionnement, est en marche. Il s'agit d'une image animée parce que présenter une photo ou bien une image statique et stable et simple pour parler de l'activité d'un bus ne donne pas grand sens que lorsque on le met en animation. Donc les roues là sont en mode de fonction grâce à des animations pour pouvoir présenter un message clair. L'un des autres types du design graphique est l'environnement. L'environnement, ce qui nous entoure, est un monde vaste pour le design graphique. Donc, le design dans l'environnement connecte les gens à des endroits de sorte à améliorer leur expérience en rendant les lieux plus mémorables, intéressants, informatifs ou tout simplement plus faciles à naviguer. Donc, le design dans l'environnement est l'un des types du design les plus répandus. Et ça évolue de plus en plus, mais ça demande de l'argent, de l'investissement, mais bien sûr, ça coûte cher, le design de l'environnement, mais qui laisse des traces qui durent, qui attire l'attention, qui a un impact clair sur l'audience. Donc, le design graphique d'environnement est une pratique multidisciplinaire qui émerge du design de l'architecture de l'intérieur, du paysagisme et du design industriel. Donc, il s'agit d'intersections entre différentes disciplines, parmi lesquelles on trouve le design graphique. Donc, il s'agit là d'un design de stade. Si on regarde les matchs à la télévision ou bien si on visite les terrains de sport, on peut bien remarquer les espaces réservés à la publicité, aux panneaux publicitaires, aux affiches et à tout genre de publicité. Et là, il s'agit d'un design à l'intérieur de stade. Ici, il s'agit de design mural à l'intérieur d'une salle de conférence ou bien une salle de réunion. Donc, c'est un genre de design qui est très important. Et le contexte, les couleurs, la typographie nous renvoient
à la nature de réunion ou bien à la spécialité de cette salle ou bien lorsqu'il s'agit par exemple d'un centre culturel. Le design mural sera peut-être autre que le design d'une salle de garderie pour enfants, pour kids, pour petits enfants. Donc le design avec des formes et couleurs enfantins, si on pourrait le dire. Exemple d'environnement, la signalisation, c'est le principe est de définir une stratégie de signalisation avec des repères visuels pour que les utilisateurs puissent identifier l'endroit où ils se trouvent et où ils se dirigent avec le minimum de confusion. Donc là, il s'agit d'un type de signalisation. On le trouve dans les appartements, par exemple. Lorsqu'on met ici troisième étage, ici quatrième étage ou bien troisième bureau, quatrième bureau pour aider les personnes à trouver l'information correcte, les designs muraux, comme on l'avait dit, les expositions dans les musées, le branding de bureaux, signalisation dans les transports en commun, décoration intérieure de magasins. Ici, on peut voir une décoration intérieure de magasins à travers ces affiches, des menus, etc. Le branding de stade, la décoration de salles de conférence ou d'événements, etc. Donc, c'est un domaine trop riche et le design d'environnement est un genre ou bien un type de design qui est très répandu et qui nécessite d'efforts pour pouvoir réussir sa mission. L'art et illustration, donc un autre type du design graphique, le domaine de l'art et de l'illustration est souvent perçu comme équivalent du design graphique. Donc cependant, ces deux domaines sont très différents l'un de l'autre. Les graphistes créent des compositions pour communiquer et résoudre des problèmes. Les artistes et les illustrateurs créent des travaux originaux. Donc leur art prend plusieurs formes, qu'il s'agisse de beaux-arts, de décoration ou d'illustration de texte. Donc les illustrations sont très répandues, sont très importantes pour attirer l'attention de l'audience. Il s'agit là de couverture d'albums. Donc il y en a des jeunes qui ont dans leur chambre des collections d'albums et qui peuvent choisir l'album non seulement en mettant par exemple le CD ou bien en lisant, mais à travers le design de la couverture, le design, le graphisme, qu'on peut bien détecter l'album qui nous attire l'attention. Donc ici, il s'agit d'illustration d'une page d'accueil de livres aussi. Donc, exemple d'illustration, d'art et illustration, le design de t-shirts, motifs pour tissus, graphiques animés, images stock, livres illustrés, jeux vidéo, sites web, bandes dessinées, pochettes d'albums, couverture de livres, livres d'images, infographies, illustrations techniques, art conceptuel. Donc, c'est aussi un monde riche qu'est l'art et illustration. Donc ici, il s'agit de design de t-shirt et le design de t-shirt est très répandu. Donc il y en a même des maîtrisards des écoles des beaux-arts qui se spécialisent dans le design des t-shirts. Par exemple, je voudrais bien offrir un t-shirt à une amie qui a réussi son baccalauréat, par exemple. Donc, je mettrai sur le t-shirt une icône de félicitations pour son bac et qui soit même personnalisé en insérant son nom. Par exemple, les motifs pour les tissus. Donc, ce sofa est d'un tissu avec des fleurs.
Donc, mais ici avec des colonnes, mais l'ambiance des couleurs est la même. Donc, le monde de design des tissus est un monde large et vaste. Et les personnes faites très bien attention au choix des tissus. Donc, réserve du temps au choix des tissus. Et c'est un monde excellent aussi. Donc, ici, on est face à des bandes dessinées. Les bandes dessinées attirent bien l'attention des enfants et des adultes aussi par les graphismes, par les couleurs et aussi par les typographies et les textes. Donc, on remarque ici l'importance de la surface texte et de la surface image et couleur par rapport à la surface texte, etc. Donc, ce sont là les types du design graphique. Parlons maintenant des axes de création graphique ou bien du processus. On commence par le processus. On a dit que la création graphique est un processus donc composé de différents axes qu'on doit connaître pour pouvoir commencer la création de mon produit graphique jusqu'à sa finalisation. Donc, le processus est composé de 4 axes. Axe 1 qui est la conception. Tout part bien sûr d'une idée. Là, donc, le point de départ est une idée. Il faut d'abord rechercher des informations sur le sujet et les trier. Donc, tout commence par une idée, mais aussi il faut ensuite faire la recherche d'informations sur cette idée, sur les idées proches. On va ainsi générer des idées, les associer, les synthétiser et sélectionner la meilleure que tu vas traduire en image en tant que graphiste. Donc, on va faire des recherches d'informations et ces recherches d'informations vont nous renvoyer à d'autres idées. On va associer les idées, les synthétiser, sélectionner la meilleure idée vers la suite, la meilleure idée qui sera traduite en image. Donc, la phase de conception est une phase qui prend le temps, est une phase de recherche, de réflexion, est une phase mentale, est une phase affective. La conception renvoie très bien à notre position, à notre éducation, à nos sentiments, à notre société. Donc, je vais partir de l'idée qui m'entoure, qui part de moi, et peut-être aller vers d'autres idées qui ressemblent à ma société, à l'entreprise cliente, etc. Axe 2, les techniques manuelles. Après la conception, je passe à l'axe 2 qui concerne les techniques manuelles. Donc, ces techniques sont essentielles pour toutes les esquisses et croquis de projet. On pourra également réaliser des images avec le rendu manuel et la pâte personnelle avec diverses techniques. Donc, après avoir fixé l'idée, on va passer aux techniques manuelles. C'est le fait de commencer à dessiner de façon manuelle l'idée, à la représenter. Donc, cet axe 2 est réservé aux premières représentations physiques de l'idée, en commençant par le fait de la dessiner sur du papier, dessiner différentes fois, jusqu'à ce que je trouve le dessin qui peut traduire exactement et précisément l'idée mentale que je porte sur ce logo ou bien le produit que je désire réaliser. Donc, la phase des techniques manuelles est une phase très importante. Elle nous permettra de concrétiser notre idée, de faire voir
cette première idée physique à nos collègues, aux personnes qui nous entourent pour pouvoir entraîner des modifications et l'améliorer, etc. Axe 3, les techniques numériques. Donc, avec des logiciels professionnels de graphisme, on pourra créer directement à l'écran ou traiter et mettre au nez les dessins et les graphismes numérisés. On va pouvoir ajouter de la typographie au visuel et jongler avec la mise en page. On finalisera les projets dans un format de fichier spécifique pour l'impression et ou pour le web. Donc, l'axe 3, après la phase des axes manuels, on parle de l'axe des techniques numériques. Après avoir dessiné le logo sur du papier, on passe à la numérisation. Donc, on va faire le scan du papier en premier lieu. On va faire le scan du papier et puis grâce à l'usage d'un logiciel ou bien d'une palette de logiciels, je pourrais bien le redessiner en mode numérique, bien sûr, grâce aux outils techniques et numériques que je dessine le logo, que j'insère des couleurs, que je mets en précision les formes, que je peux même rajouter du texte, choisir de la typographie, choisir une palette de couleurs ayant rapport à la charte graphique de l'entreprise, etc. Axe 4, c'est l'image imprimée. Donc, l'estampe est une impression à la main au départ de la pression d'une matrice sur du papier. On pourra expérimenter diverses techniques d'impression manuelle avec des encres non toxiques, explorer les ressources créatives du multiple, tester des moyens et des supports inattendus. En fait, on assiste actuellement à un retour du support papier pour ses qualités tactiles et ses possibilités créatives. Donc, l'axe 4, c'est l'impression qui est une phase très importante. Donc, il ne s'agit pas de dessiner un logo sur papier, de le réaliser grâce au logiciel, non, mais aussi de tester ce produit graphique à l'imprimerie, tester sa lisibilité, tester les couleurs que j'ai choisies, tester son emplacement sur de différents supports. Par exemple, si je veux mettre le logo trop chargé sur un stylo qui sera offert aux clients ou bien aux gens présents dans une conférence d'entreprise, ce logo trop chargé ne sera pas lisible sur un stylo parce qu'il sera imprimé sur une échelle trop petite. Donc, il s'agit là peut-être de reconcevoir le logo ou bien de supprimer des composantes qui le chargent. Donc, la phase de l'impression est une phase très importante pour faire le test du produit graphique et c'est ça la dernière phase du processus de conception et réalisation graphique. Bien sûr, il s'agit d'une interaction entre ces axes-là. Ces axes qui sont l'idée, la conception de l'idée, la réalisation manuelle et puis numérique et puis la mise en imprimerie. Donc, il s'agit d'interaction entre ces différents axes. Interaction entre conception et technique manuelle. Donc, on testera les idées en les visualisant sur papier. Donc, je vais tester l'idée, la réalité de l'idée en la visualisant sur papier parce que voir l'image mentalement est différent de la voir sur papier. La vue d'ensemble d'un projet permettra au graphiste de sélectionner les meilleures idées. Donc, il s'agit d'un test de l'idée grâce aux techniques manuelles. Les techniques manuelles feront évoluer les idées, donnent un plus, une valeur ajoutée à l'idée
qui soit virtuel et mental, mais grâce aux techniques manuelles, donc je peux évoluer l'idée. On trouvera même des idées que le graphiste n'a pas pu les avoir autrement, par découpage ou bien par collage par exemple. Donc il s'agit d'une interaction entre conception et technique manuelle. C'est dans le sens de tester l'idée sur papier ou bien faire évoluer l'idée sur papier. Interaction entre conception et technique numérique. Le principe est de penser et de créer en termes d'images reproductibles. Donc, on pourra combiner du visuel et de la typo, tester facilement diverses solutions, comparer et conserver diverses variantes du projet. Notre projet numérique est sous forme d'images reproductibles. Je peux faire différentes copies de l'idée, du dessin, de l'image. Et les techniques numériques vont me permettre de faire beaucoup de tests, de visualiser l'image sous différents formats, de différencier les solutions, de comparer. Par exemple, je mets des couleurs sur la première copie et sur la deuxième, je mets d'autres formes et d'autres couleurs, d'autres types de caractères de texte et cela me permettra de comparer les différentes versions du projet. Interaction entre conception et image imprimée. Donc on exercera la créativité à chaque étape du processus au niveau du support des matrices, de la méthode et du matériau d'ancrage des manipulations à l'impression. Donc c'est une phase très importante qui permettra de tester le produit à la phase d'impression, à la manipulation à l'impression. Pour fabriquer une matrice d'impression manuelle, le graphiste va dans tous les cas synthétiser les formes de son projet. De plus, l'impression, ou bien le résultat du travail, l'impression présente un rendu graphique très intéressant intégré à la conception de tes créations graphiques. Donc, il s'agit là d'une phase d'interaction très importante. Technique manuelle, technique numérique. Interaction entre technique manuelle et technique numérique. L'idéal est d'utiliser les techniques papier pour esquisser les visuels, préparer les graphismes, ébaucher et prévoir la mise en page. On pourra scanner et traiter les images manuelles, mettre au nez les graphismes et les mettre en page. Donc, on a dit qu'on commence par le fait de dessiner des esquisses sur papier et puis on va faire le scan et les transformer en mode numérique. Et c'est là une très bonne interaction entre ce qui est manuel et ce qui est numérique. Mais les graphistes professionnels ou bien hyper professionnels commencent directement sur ordinateur. Ils peuvent dessiner leurs idées directement, ils peuvent concrétiser parce qu'il s'agit là d'une question d'habitude, d'exercice continu. Donc, ils se dirigent directement vers l'ordinateur et commencent le dessin sans le fait de passer par la phase manuelle et faire des interactions entre ce qui est manuel et numérique. Mais c'est très bon de passer par la première phase manuelle, de faire le dessin sur papier, puis on fait le scan ou bien la photographie du dessin papier pour le digitaliser. Donc, interaction entre technique manuelle et images imprimées. On fabriquera des matrices d'impression avec différents outils sur toutes sortes de supports. Grâce au potentiel du multiple, on pourra explorer diverses variantes des images au départ
de la même matrice. Bien sûr, le dessin qu'on a pu faire sur papier sera imprimé et c'est un genre d'exploration diverses des images. C'est un genre de test de l'image pour mieux la modifier. Donc, ce sont là les axes de création graphique et les différentes interactions. Donc, il s'agit d'un processus long, celui de la conception graphique. Il y en a différentes étapes, différentes phases et différents spécialistes qui peuvent collaborer ou bien qui doivent collaborer pour donner un très bon résultat, celui du produit final, qui soit un logo ou bien tout autre type de design. Donc le logo, peut-être c'est une chose plus simple que le fait de faire un habillage d'environnement, etc., qui soit composé avec des panneaux, de l'architecture, etc. Processus de conception graphique d'un logo. On va faire l'exemple ou bien choisir l'exemple de mise en pratique théorique du processus de conception graphique d'un logo, parce que le processus de conception graphique d'un logo diffère de celui du processus de conception graphique d'un autre type de design. Donc, le logotype, communément appelé logo, représente l'identité visuelle de l'entreprise. C'est la première chose qu'on la voit de l'entreprise et on est en train de voir le logo de notre université, Mid-Ocean University. Donc, c'est l'identité visuelle de notre entreprise. Ce mauve-là, avec du blanc, forme la charte graphique de notre cours. Ici, là, c'est un logo du groupe, donc avec un bleu et typographie précise. Donc, c'est là l'identité visuelle du groupe. Il reflète son image et apparaît sur tous ses supports de communication, carte de visite, papier en tête, plaquettes de présentation, site internet, etc. Pour être efficace, il doit être reconnaissable et mémorisable auprès de ses interlocuteurs et assurer son identité. Pour cela, la conception du logo doit être soignée et réfléchie afin de marquer les esprits et d'assurer une image durable. Que ce soit pour la création d'un premier logo ou bien pour faire évoluer un logo actuel, il est essentiel de passer par plusieurs étapes. Donc, un logo est l'identité visuelle de l'entreprise. Il pourra être inséré sur différents supports, tels que les cartes visites, presque surtout les supports ayant rapport au monde de l'entreprise. Et pour être efficace, il doit être reconnaissable et mémorisable auprès des interlocuteurs ou bien des clients. Première étape, c'est la définition de la marque. La première chose à faire est d'évaluer la marque pour laquelle le graphiste va créer un logo et les objectifs qu'il s'est fixés. C'est ce qu'on appelle la phase de découverte du client. Premièrement, on doit définir la marque. Il n'y a pas de recette miracle pour créer un logo. Un bon logo est simplement une bonne représentation de la marque à laquelle il est rattaché. Il n'est donc pas possible de créer un bon logo sans comprendre les valeurs et les objectifs de la marque en question. La plupart des informations dont vous aurez besoin devraient se retrouver dans le brief créatif. Il s'agit ici moins de questions graphiques que de questions de branding. Le mind mapping est une technique de brainstorming populaire au cours de laquelle les designers retranscrivent et développent toutes les impressions qui se sont faites de la marque. Donc, premièrement,
Et la première phase pour la création d'un logo, c'est le fait de parler de la marque. Donc, le client se rencontre avec le graphiste et il lui parle de la marque, de ses objectifs, de son audience, de la nature et la qualité du produit. Il s'agit là d'une phase de collecte d'informations et ces informations seront mise ou bien écrite dans un brief créatif. Le brief créatif est le document renfermant toutes ces informations-là et en rapport à la marque et ainsi de suite au logo. Et cette phase sera travaillée par le mode ou bien la technique du mind mapping ou bien du brainstorming. Il s'agit de collecte d'informations aléatoires pour pouvoir se stabiliser ensuite sur une information, sur une idée plus claire. Dans la définition de la marque, voici quelques questions à poser pour lancer la discussion. On a dit qu'on est en train de collecter des informations à propos de la marque. Donc, voici quelques questions à poser pour lancer la discussion. Pourquoi voulez-vous faire un nouveau logo? Quel problème essayez-vous de résoudre? Si votre marque était une personne, quels adjectifs utiliserez-vous pour la décrire? Sur quel ton votre marque s'exprime-t-elle? Quelles sont les croyances et les valeurs qui sont importantes pour votre entreprise? Quelle est votre proposition de valeur unique? Qu'est-ce que votre entreprise fait qu'aucun de vos concurrents ne propose? Comment voulez-vous que vos clients décrivent votre marque lorsqu'ils en parlent à leur entourage? Donc, différentes questions que le graphiste ou bien le spécialiste du service du design graphique pose au client ou bien à l'entrepreneur pour savoir une idée, formuler une idée sur cette marque, ses concurrents, son secteur d'activité, la qualité de son audience, de son public cible, etc. Après la définition de la marque, il s'agit d'étudier le secteur d'activité de cette marque. Étudier le secteur est la deuxième phase pour la conception graphique d'un logo. Toutes les marques font partie d'un système plus grand et doivent donc se conformer à certains standards relatifs à leur secteur d'activité, même si elles veulent se démarquer de leurs concurrents. Donc, chaque secteur d'activité est défini par une ambiance globale générale. Ambiance de graphisme, de produits, de nature de produits, d'utilisateurs, de machines d'utilisation, etc. La prochaine étape dans ce processus de design d'un logo consiste donc à faire des recherches sur les logos existants dans le secteur d'activité dont il est en question. C'est ce qu'on appelle la découverte du secteur et cette étape peut être déterminante pour faire la différence entre un logo trop générique et un logo trop éloigné de son secteur. Donc, pour pouvoir concevoir un logo ou bien mon logo, je dois faire une étude comparative, une recherche sur Internet sur les logos des concurrents ou bien les logos des autres entreprises actives dans le secteur d'activité. Donc, il s'agit là d'une étude comparative, savoir le commun entre l'ensemble de ces logos et la différenciation de chacun de l'autre. Pourquoi faire cette phase? On avait vu cette information lors du premier cours. C'est pour différencier mon logo des autres. Je veux que mon logo soit lisible, soit différent des autres, soit mémorisable. Par exemple, la plupart des logos dans le secteur technologique utilisent la couleur bleue. Oui, c'est vrai, le secteur technologique est désigné par la couleur bleue des télécommunications, des ventes de machines d'ordinateur
d'ordinateurs, de machines hardware, etc. Donc, il s'agit d'un monde en bleu, même les formes. Donc, le monde des enfants, des produits pour enfants tels que Disney, Barbie, etc. Et un monde en couleurs diverses, en multicolors, en forme ronde, tels que les ballons, etc. Donc, le monde de l'agroalimentaire, de la restauration est désigné en orangé, en rouge, en jaune. C'est ça l'ambiance des couleurs. Donc, en premier lieu, le graphiste s'inscrit dans un secteur d'activité, c'est-à-dire dans une ambiance de couleurs et de formes. Étudier le secteur en analysant les autres logos d'un secteur d'activité, le graphiste pourra connaître les meilleures techniques pour ce secteur, découvrir les techniques devenues trop génériques, découvrir les techniques trop ignorées qui pourraient s'avérer utiles pour se démarquer, pour se différencier, et découvrir qui sont les principaux consommateurs dans votre secteur, dans le secteur de l'entreprise d'activité, et qui sont les consommateurs que vos concurrents ciblent. Donc, l'étude du secteur d'activité fait partie de la phase marketing. Et la phase marketing est une phase pour mieux préciser ma part de marché, la part du marché que je cible ou bien que je vise ou bien que je veux atteindre. Il s'agit là de faire une étude comparative des logos, des couleurs, des formes, des cibles, ce que les clients aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pour mieux créer un logo qui soit remarquable, différent des autres concurrents. Troisième phase, il s'agit de faire une liste des utilisations du logo. Faire la liste des utilisations du logo, tout comme en branding, l'espace physique ou numérique sur lequel le logo sera utilisé aura lui aussi une influence sur le design. Cette phase-là s'appelle la découverte des utilisations. Donc, le logo sera utilisé sous différentes formes. Par exemple, s'il s'agit d'une usine de confection de vêtements, le logo pourra être inséré sur les cintres, par exemple, sur les cintres en petit format. Donc, il s'agit de faire le test de l'usage. Il s'agit de faire une liste d'utilisation du logo pour mieux se positionner sur un choix définitif du logo. Il se peut que le logo que je vais créer ne peut pas être inséré sur un cintre. Donc, je dois changer la conception de façon radicale, par exemple. En fonction des supports, on pourra choisir une forme ou une couleur plutôt qu'une autre, ou même décider d'utiliser un logiciel plutôt qu'un autre. Par exemple, si le logo est destiné à être imprimé sur un panneau publicitaire géant, il sera possible d'ajouter de nombreux détails en design. Et s'il apparaîtra principalement dans le coin d'une application mobile, ces détails seront moins. S'il est amené à être très présent sur les réseaux sociaux, le design devra s'harmoniser convenablement avec les encadrés circulaires et rectangulaires et pouvoir s'adapter au format des couvertures. Donc, il s'agit de faire en premier lieu une liste des utilisations du logo pour mieux concevoir mon logo et pour ne pas faire des fautes prochainement. Donc, faire une liste des utilisations des logos et voici les emplacements les plus courants sur lesquels les logos sont utilisés. Icône sur le site web ou bien icône de site web. Bannière publicitaire, emballage produit, publicité, réseaux sociaux et bannières, carte de visite, papier en tête, facture, documents internes, etc. Campagne de marketing ou d'emailing, article promotionnel,
stylo, t-shirt, tasse, etc. Donc c'est ça la liste d'emplacement du logo. Bien sûr, il y en a d'autres emplacements tels que par exemple les affiches, tels que les dépliants, autres usages ou bien l'emplacement du logo. Faites des croquis de plusieurs concepts. Donc, ça nous renvoie à l'axe 1, faire des esquisses ou bien des croquis. Si le graphiste avait déjà des idées de logo, il sera peut-être tenté de se jeter directement sur un logiciel de design de logo. Mais avant de commencer, il faut prendre le temps de faire des croquis et d'explorer plusieurs possibilités. Ça ne coûte presque rien, c'est rapide et surtout, c'est un très bon moyen de faire marcher ces ménages. Donc, le graphiste aura à esquisser plusieurs idées de design pour voir ce que ça donne une fois sur papier. Le fait de faire des croquis pourra l'aider à trouver encore plus d'idées. Ceci l'aidera à déterminer les concepts les plus pertinents et efficaces. Bien sûr, on a déjà parlé de ça dans la phase de l'axe conception, dans le processus de conception graphique. C'était général, mais ici, on parle plus précisément du logo. Donc, une fois que le graphiste prend sa décision pour un concept en particulier, il fera des croquis des différentes variations possibles de ce concept en ajoutant ou en enlevant certains éléments en explorant plusieurs polices de caractères, etc. Donc, il s'agit de mettre l'idée en mode de test, d'entraîner des modifications pour pouvoir choisir l'idée finale ou bien se fixer sur l'idée finale. Créer des brouillons au format vectoriel. Donc, le graphiste doit avoir une belle sélection de croquis ainsi qu'une bonne idée de ce à quoi ressemblera son logo final. Il prend 3 meilleurs dessins pour les construire dans son logiciel de design. Et c'est là que la création du design final commence vraiment, c'est grâce à l'usage de logiciels. Donc, il peut maintenant ajouter tous les éléments graphiques auxquels il n'a pas accès sur papier, des couleurs du logo ainsi que la typographie. Donc, sur le papier, il s'agit seulement de transférer l'idée de mon cerveau vers le monde physique, mais grâce à l'usage de logiciels de création de logos, je peux formuler mon idée de façon précise en ajoutant les couleurs que je veux, la typographie. Donc, ce n'est pas réellement facile de préciser la couleur que je veux. Il faut faire beaucoup de tests pour trouver la référence que je veux. Une fois que la première version du logo déjà bien avancée, le graphiste pense à créer une présentation pour montrer le logo. Donc le but est de montrer clairement et de manière convaincante ce qui fait que l'idée du logo est la bonne. Sixièmement, demander l'avis de l'entourage. Et là, c'est une phase très importante. Aucune personne n'a besoin d'être graphiste pour apprécier le travail des autres. Donc, on n'est pas obligé d'être graphiste pour mieux apprécier le travail des autres parce qu'on a un goût, parce qu'on a une vision. Donc, je peux apprécier la qualité d'un travail. Même si, aux yeux du graphiste, le logo est parfait, il y a des chances pour qu'il ne plaise pas à tout le monde. Donc, le graphiste qui a fourni un grand effort, donc pour lui, il s'agit d'un logo formidable, extraordinaire, mais aux yeux des autres, il pourra être moyen. Donc, les autres, mes collègues, mon entourage pourra proposer des modifications à entraîner. Peut-être qu'ils voient des choses que j'ai pas pu voir. Donc, le fait de prendre ou bien demander l'avis de l'entourage est une phase très importante. Et ce n'est pas toujours une mauvaise chose lorsque l'on passe des heures à travailler sur la même image. On a tendance
à perdre de vue ce qui compte vraiment. Un regard extérieur peut vous permettre d'identifier des éléments qui pourraient être améliorés et auxquels vous n'aviez pas pensé. Donc, le regard extérieur est un mot-clé. Il faut toujours, c'est-à-dire après avoir fini mon travail, il faut rechercher un regard extérieur et demander l'avis des autres pour mieux entraîner des modifications sur le travail. Préparer et livrer les fichiers finaux du logo. Donc, une fois le design du logo terminé, le graphiste doit préparer ses fichiers. Il doit avoir déjà discuté du type de fichier de design dont son client aura besoin au début de sa collaboration, mais de manière générale. Voici les fichiers qu'il est bon de fournir au client. Fichier vectoriel source, donc fichier PDF ou bien EPS, fichier haute résolution pour le web. Le graphiste doit fournir également des variations basiques de son design à son client en noir et blanc, en couleur et en monochrome. Donc, après avoir terminé le travail, je fournis à mon client non seulement les versions papier ou bien les imprimés, mais aussi les versions numériques pour qu'il puisse les ouvrir sur les logiciels adéquats ou bien pour les utiliser prochainement dans ses campagnes futures. Donc, peut-être qu'il ne programme pas maintenant de faire un habillage véhicule, mais prochainement, après des mois ou bien des années, il aura l'idée. Donc, le fait d'avoir un logo en version numérique, en vectoriel, est une très bonne chose pour accélérer le temps et la réaction parce que la plupart des entreprises travaillent avec des bureaux de design graphique. Donc, ils ne recrutent pas un designer au sein de leur staff du personnel. Donc, c'est très important de payer l'agence après avoir terminé et d'avoir un CD renfermant les versions numériques et tous les documents numériques ayant rapport au. Donc, en résumé, les étapes pour la conception graphique d'un logo concernent la conception, la création et la réalisation. La phase de conception prend son temps qui part de l'idée, de mise en test de l'idée, de modification de l'idée jusqu'à se fixer sur une idée finale. La phase de création est très importante aussi, dans laquelle on utilise principalement les outils technologiques, les logiciels, et ça nous permettra d'ajouter les couleurs, les textes, de préciser les formes et d'avoir la version finale du travail. La réalisation, c'est aussi grâce à ces techniques et c'est réellement la phase finale parce que je vais réaliser mon logo sous différents formats pour différents usages. Donc, les étudiants, on vient ici vers la fin de notre lecture numéro 3. C'était réservé au processus de conception graphique. On a pris en premier lieu une idée sur les différents types du design graphique parce que les types sont interreliés au processus. On a vu une idée sur les principaux axes de conception graphique et les interactions entre les axes. Et on a pris l'exemple du processus de conception graphique d'un logo. Donc, il s'agit là de tout un processus avec différentes phases inscrites dans le temps parce que le processus nécessite du temps, nécessite des efforts, nécessite une collaboration entre différents spécialistes pour aboutir à la réalisation du projet. Bien sûr, c'est de la théorie, il faut mettre tout ça en pratique, il faut exercer le métier. Il faut commencer par l'idée. Votre rôle en tant qu'étudiant en médias numériques n'est pas de poursuivre toutes ces étapes-là. Il se peut que votre rôle important consiste à la phase de conception seulement.
selon l'ambiance de l'entreprise, de la marque, les objectifs, vos données sur le secteur, sur l'audience, alors que la phase de création et de réalisation sera une mission de graphiste ou bien d'un bureau d'études. Mais il faut savoir une idée sur tout ce processus-là. J'espère que vous avez compris. Donc, j'espère être présent la prochaine séance de discussion chaque lundi de 5h à 6h. Donc, c'est très important de se rencontrer. J'attends vos idées, vos questions. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ce cours-là? Quelles sont les difficultés de compréhension? C'est très important de savoir une idée sur votre feedback. Merci pour votre attention et au revoir.